À cet instant précis, Antoine Dubois comprit quelque chose qui le détruisit de l'intérieur. Une femme de ménage de 52 ans, les mains couvertes de ciment frais, avait fait ce que lui, le patron d'une des plus grandes entreprises de construction de Paris, n'avait pas fait en 5 ans, 500 employés, 47 immeubles construits, des millions d'euros de contrats, et une femme appelée Marie Leclerc, qui gagnait 1800 euros par mois, et était agenouillée à 6 heures du matin, construisant une rampe en béton de ses propres mains pour que son beau-père tétraplégique puisse sortir de sa chambre, pour la première fois en 5 ans. Cette histoire n'est pas une histoire de construction, c'est une histoire sur les choses que l'on cesse de faire, en pensant qu'il y aura toujours le temps, et sur les personnes qui font ce que d'autres considèrent comme impossible, simplement parce qu'elles ne peuvent pas rester sans rien faire. Mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que j'ai rencontré Marie, et ce qu'elle a fait a changé à jamais ma façon de comprendre le sens du mot « aider ». Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Antoine Dubois avait 48 ans lorsque cette histoire a débuté. C'était le genre d'homme qui apparaissait dans les magazines économiques. L'entreprise Dubois Bâtiment avait érigé 47 immeubles au cours des 2 dernières décennies. Des tours de bureaux à la Défense, des galeries marchandes sur les Champs-Élysées, des cliniques privées dans le 16e arrondissement. 500 employés dépendaient de ses décisions. Sa signature apparaissait sur des contrats qui dépassaient les cent millions d'euros. Mais il y avait quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas construire. Pas parce qu'il manquait d'argent, pas parce qu'il manquait de ressources, mais parce qu'il manquait quelque chose qui ne s'achète dans aucune quincaillerie. Il lui manquait le courage d'affronter ce qu'il avait perdu. Il y a 5 ans, Antoine avait une femme, appelée Sophie. Sophie était la lumière de chaque pièce où elle entrait. Elle avait ce rire qui faisait que les problèmes semblaient petits. Et elle avait un père, appelé Monsieur Henri Villeneuve. Monsieur Villeneuve était architecte. Pas n'importe quel architecte. C'était l'homme qui avait conçu certains des bâtiments les plus emblématiques de la ville. Dans les années 70 et 80, 47 projets portèrent sa signature. L'ironie de ce nombre n'échappait pas à Antoine. Lui aussi avait construit 47 immeubles, comme si le destin avait voulu les relier à travers les chiffres. Monsieur Villeneuve avait 74 ans et avait construit de ses propres mains la maison où il vivait, chaque colonne, chaque poutre, chaque détail du jardin ouvrier, visible depuis la fenêtre de sa chambre. Ce jardin était sa fierté. Des rosiers qu'il avait plantés quand Sophie était enfant, un noyer qui avait grandi avec elle, une fontaine en pierre qu'il avait sculptée lui-même pendant tout un été. Monsieur Villeneuve disait souvent qu'un architecte ne conçoit pas seulement des espaces. Un architecte conçoit des souvenirs. Et ce jardin en était rempli. Mais il y a 5 ans, tout a basculé. Antoine, Sophie et Monsieur Villeneuve étaient dans la même voiture. Ils rentraient d'un dîner de famille. C'était une nuit pluvieuse de novembre. Un semi-remorque a perdu le contrôle sur l'autoroute. L'impact fut brutal. Sophie est morte à l'hôpital 3 heures plus tard. Antoine s'en est sorti avec des fractures qui ont guéri en quelques mois. Mais Monsieur Villeneuve s'est réveillé 2 semaines plus tard, sans pouvoir bouger quoi que ce soit en dessous du cou. Tétraplégie haute, ont dit les médecins. Lésion médulaire haute. Dépendance totale. Il aurait besoin d'un respirateur partiel pour le reste de sa vie. L'homme qui avait construit 47 bâtiments de ses mains ne pouvait même plus tenir un verre d'eau. L'architecte qui avait conçu des espaces pour des milliers de personnes était désormais prisonnier dans une chambre de 4 mètres sur 4, sans pouvoir sortir, sans pouvoir voir le jardin qu'il avait lui-même créé, parce qu'il n'y avait pas de rampe pour son fauteuil roulant électrique, seulement 3 marches séparaient sa chambre du jardin, 3 marches, 9 pas, moins d'1 mètre de hauteur. Mais pour Monsieur Villeneuve, ces 3 marches étaient l'Everest. Antoine aurait pu construire cette rampe en une journée. Il avait les ressources, il avait les maçons, il avait tout ce qu'il fallait,
Mais chaque fois qu'il pensait à aller chez son beau-père, quelque chose en lui se brisait, parce qu'aller dans cette maison signifiait affronter le fantôme de Sophie, signifiait voir la chaise vide où elle s'asseyait, signifiait entendre le silence où était autrefois son rire. Antoine préféra fuir. Il se plongea dans le travail, 16 heures par jour, 7 jours sur 7. Il construisit 10 immeubles de plus. En ces 5 années, il gagna des prix. Il apparut dans plus de magazines. Mais il ne construisit jamais une rampe de 9 marches pour le père de la femme qu'il aimait. Il payait toutes les factures de M. Villeneuve, les meilleurs médecins, les meilleures infirmières, le meilleur matériel médical. Mais il ne lui rendait jamais visite. Il envoyait des chèques, il envoyait des fleurs pour les anniversaires. Il envoyait des cadeaux à Noël, mais il n'envoyait pas la seule chose dont M. Villeneuve avait réellement besoin, sa présence. 2 ans après l'accident, Gisèle, la femme de M. Villeneuve, est décédée. Les médecins ont dit que c'était une crise cardiaque, mais tout le monde connaissait la vérité. Gisèle est morte de tristesse, de voir son mari prisonnier de son propre corps, de voir sa fille sur des photographies qui ne bougeait plus, de sentir que la vie s'était transformée en une salle d'attente, sans issue. Monsieur Villeneuve resta seul, complètement seul, avec des infirmières qui changeaient toutes les 8 heures, avec un respirateur qui lui rappelait à chaque seconde qu'il était encore vivant, avec une fenêtre qui lui montrait le jardin qu'il ne pouvait plus toucher. C'est alors qu'est arrivée Marie. Marie Leclerc avait 52 ans. Lorsque l'agence d'intérim l'a envoyée chez M. Villeneuve, c'était une petite femme, 1,55 m, des cheveux noirs, avec des mèches grises qu'elle refusait de teindre, des mains rêches par des années de travail et des yeux qui avaient vu plus de douleur que quiconque ne devrait en connaître. Marie était veuve. Son mari, Michel, était mort il y a 8 ans. Michel était maçon, l'un des meilleurs de Belleville. Il construisait des murs qui ressemblaient à des œuvres d'art. Il mélangeait le ciment avec une précision que d'autres mettaient des années à apprendre. Et Marie avait travaillé à ses côtés pendant 20 ans, pas comme une simple assistante, mais comme une compagne. Elle mélangeait le ciment pendant qu'il posait les briques. Elle portait les matériaux pendant qu'il élevait les colonnes. Elle avait appris chaque technique, chaque astuce, chaque secret du métier. Mais quand Michel est mort, Marie a juré qu'elle ne toucherait plus jamais au ciment, parce qu'à chaque fois qu'elle sentait cette odeur de chaux et de sable, elle voyait le visage de son mari. Et la douleur était trop forte. Antoine Dubois était mort dans un accident sur un chantier, un échafaudage mal sécurisé, une chute de 6 étages, 3 secondes, qui ont détruit 30 ans de mariage. Marie a reçu une indemnisation qui a à peine suffi à payer les funérailles, et elle a dû recommencer, à 44 ans, sans diplôme, sans référence, sans rien d'autre que ses mains et sa volonté de survivre. Elle a travaillé dans des maisons, à nettoyer les sols, à laver le linge, à cuisiner pour des familles qui la regardaient à peine. 8 ans de petits boulots, 8 ans à être invisible, 8 ans à garder le silence sur la femme qui savait construire des murs, jusqu'à ce qu'elle arrive chez Monsieur Henri Villeneuve. Le premier jour, Marie est entrée dans la chambre, en s'attendant à trouver un vieil homme aigri, c'est ce qu'on lui avait dit, un tétraplégique difficile, qui avait fait fuir 3 employés en 6 mois, qui ne parlait à personne, qui regardait par la fenêtre pendant des heures, sans dire un mot. Mais ce que Marie a trouvé était complètement différent. Elle a trouvé un homme, avec des yeux qui brillaient encore, un homme qui, malgré l'impossibilité de bouger son corps, avait un esprit qui continuait à concevoir. Monsieur Villeneuve l'a regardée quand elle est entrée, et il lui a dit quelque chose que Marie n'oublierait jamais. Cette fenêtre donne sur le jardin ouvrier que j'ai créé il y a 30 ans. Il y a un noyer que j'ai planté quand ma fille, Sophie, avait 5 ans. Elle avait l'habitude de se balancer à ses branches.
Maintenant, cet arbre fait plus de 15 mètres et je ne peux pas le voir de près. Je ne peux voir que son ombre d'ici. Parfois, je crois que cette ombre, c'est Sophie qui me fait signe de l'extérieur. Marie a senti quelque chose se briser en elle. Pas de tristesse, de reconnaissance, parce qu'elle savait exactement ce que c'était d'être prisonnière des souvenirs. Elle savait ce que c'était de regarder quelque chose qu'on aime sans pouvoir le toucher. Elle savait ce que c'était de vivre avec des fantômes. À partir de ce jour, Marie n'était plus seulement une employée de maison. Elle est devenue la compagne silencieuse de Monsieur Villeneuve. Elle arrivait à 7 heures du matin, préparait son petit déjeuner, exactement comme il l'aimait. 2 œufs brouillés, sans sel, jus d'orange pressé, pain grillé, avec du beurre, café noir, une cuillère à café de sucre. Après l'avoir nourrie, Marie nettoyait la chambre. Mais pas comme les autres employés. Marie bougeait chaque objet avec soin, parce qu'elle savait que pour Monsieur Villeneuve, chaque objet était un souvenir, la photographie de Sophie sur la table de chevet, les plans enroulés dans le coin, qu'il ne pouvait plus dessiner, le trophée d'architecture qu'il avait gagné en 1982. Marie nettoyait autour des souvenirs, sans les déplacer, et Monsieur Villeneuve le remarquait. Un jour, après 3 mois de travail, Monsieur Villeneuve lui a posé une question. « Marie, pourquoi vous ne bougez jamais la photographie de ma fille? Toutes les autres la déplaçaient pour nettoyer. Vous nettoyez autour. » Marie s'est arrêtée, a regardé la photographie de Sophie et a répondu d'une voix qui était à peine un murmure. « Parce que je sais ce que c'est, de vouloir que certaines choses ne bougent jamais. Mon mari avait une tasse qu'il utilisait chaque matin. Après sa mort, je n'ai laissé personne la toucher pendant 3 ans. Je comprends, Monsieur Villeneuve, je comprends. » À partir de ce moment, quelque chose a changé entre eux. Monsieur Villeneuve a commencé à parler. Il lui parlait de Sophie, de comment elle courait dans le jardin quand elle était petite, de comment elle a appris à lire les plans d'architecte, avant d'apprendre à lire des livres, de comment il a rencontré Antoine, lors d'une conférence sur le bâtiment, et a su dès le premier instant qu'elle l'épouserait. Et Marie écoutait, sans interrompre, sans juger, sans offrir de conseils que personne n'avait demandé. Elle écoutait simplement. Et dans ce silence partagé, quelque chose a commencé à grandir. Un après-midi, Marie nettoyait près de la fenêtre, quand elle a remarqué quelque chose. Monsieur Villeneuve regardait le jardin avec une intensité différente. Ce n'était pas de la nostalgie, c'était autre chose. C'était une faim de sentir le soleil sur sa peau, de sentir l'odeur des roses qu'il avait plantées, de toucher l'écorce du noyer qui avait grandi avec sa fille. Marie a regardé vers la porte, qui donnait sur le jardin. 3 marches, seulement 3 marches, vers le niveau du jardin. Le fauteuil électrique de Monsieur Villeneuve ne pouvait pas les descendre, et il n'y avait pas de rampe. Marie a marché vers les marches et les a regardées pendant un long moment. Puis elle a regardé Monsieur Villeneuve, et dans ses yeux, elle a vu quelque chose qu'elle a immédiatement reconnu. Le même regard qu'avait Antoine, quand il regardait un terrain vague et y voyait un immeuble, le regard d'un constructeur qui ne peut plus construire. Cette nuit-là, Marie n'a pas pu dormir. Elle s'est retournée dans son lit en pensant à Monsieur Villeneuve, au jardin qu'il avait créé, aux marches qui le séparaient de ses propres souvenirs. Et alors, quelque chose s'est réveillé en elle, quelque chose qu'elle avait enterré il y a 8 ans. Marie s'est levée à 3 heures du matin, est allée à un tiroir qu'elle n'avait pas ouvert depuis la mort d'Antoine et a sorti un vieux carnet, le carnet où elle et Antoine avaient conçu ensemble leur projet, des pages remplies de calculs, des dessins de murs, des schémas de fondation. Marie a tourné les pages jusqu'à en trouver une vide et a commencé à dessiner une rampe avec les mesures exactes qu'elle avait calculées dans sa tête. Angle d'inclinaison pour fauteuil roulant, 8 degrés. Largeur suffisante pour le fauteuil électrique, 1,20 m. Longueur nécessaire pour couvrir la hauteur des 3 marches, environ 4 mètres. Marie a dessiné chaque détail, les bases de béton, le renfort nécessaire.
La finition antidérapante. Ses mains tremblaient pendant qu'elle dessinait, pas parce qu'elle ne savait pas quoi faire, mais parce qu'elle savait exactement quoi faire. Et cela signifiait rompre une promesse qu'elle s'était faite à elle-même il y a 8 ans. Ne plus jamais toucher le ciment qui lui rappelait Antoine. Marie a regardé le dessin terminé et a pris une décision qui allait tout changer. Si le millionnaire qui avait 500 maçons n'allait pas construire cette rampe, elle le ferait seule, avec ses propres mains, avec le ciment, qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher, parce que M. Villeneuve méritait de voir son jardin, et parce que certaines promesses se rompent pour des raisons plus grandes que la douleur. Le lendemain matin, Marie est allée au marché, pas au marché aux légumes, au marché des matériaux de construction, pour la première fois en 8 ans. L'odeur du ciment l'a frappée, comme un coup de poing dans l'estomac. Elle a dû s'accrocher à une étagère pour ne pas tomber, parce que cette odeur, c'était Antoine. C'était ses grandes mains, c'était son rire. Quand il terminait un mur parfait, c'était le poids de tout ce qu'elle avait perdu. Mais Marie a respiré profondément et a marché vers le comptoir. J'ai besoin de 15 sacs de ciment, du sable, du gravier, une pelle, une truelle, un niveau et des armatures pour le renfort. Le vendeur l'a regardé avec surprise. « Madame, tout ça, ça pèse plus de 500 kilos. Vous avez quelqu'un pour vous aider ?» Marie sourit pour la première fois depuis longtemps. « J'ai mon mari, Antoine. Il m'aidera d'où il est. » Et elle paya avec l'argent qu'elle avait économisé pendant des mois, 3 200 €, quasiment tout son salaire mensuel. Le vendeur lui dit qu'il pouvait faire des livraisons, mais Marie ne voulait pas que personne sache ce qu'elle était en train de faire. Alors, elle demanda à ce qu'on laisse les matériaux dans un entrepôt abandonné près de la maison de M. Henri Villeneuve, un endroit où personne ne poserait de questions. Cette même nuit, Marie commença à transporter les matériaux, un sac de ciment à la fois, 20 kilos à chaque voyage, 15 voyages pour le ciment, 10 voyages pour le sable, 8 voyages pour le gravier. Marie marchait dans l'obscurité, portant des matériaux qui pesaient presque la moitié de son corps. Et personne ne la vit, parce que les gens ne voient pas les employés de maison. Nous sommes invisibles, nous sommes les mains qui nettoient, qui cuisinent, qui prennent soin, mais nous sommes rarement les mains qui construisent. Marie était sur le point de changer ça. Le premier jour de construction fut un 5 octobre. Marie arriva à 5 heures du matin, 2 heures avant sa prise de service. Monsieur Villeneuve dormait encore. Les infirmières de nuit terminaient leur garde. Personne ne remarqua la petite femme qui marcha vers les marches, une pelle à la main. Marie regarda le terrain où elle construirait la rampe, et elle sentit les mains d'Antoine sur les siennes. Pas physiquement, mais elles étaient là, la guidant, lui rappelant chaque leçon. D'abord, tu marques le terrain, Marie. Après, tu creuses les fondations. Le secret d'une bonne rampe, c'est ce qu'on ne voit pas. Dans les fondations que personne ne remarque, Marie commença à creuser. Le premier jour, elle ne put que préparer le terrain, retirer la terre meuble, marquer les dimensions, calculer la profondeur des fondations. Quand elle termina, il était 6h45, 15 minutes avant que n'arrivent les infirmières de l'équipe de jour. Marie rangea ses outils dans un arbuste proche, se lava les mains rapidement et entra dans la maison comme si de rien n'était. Ce jour-là, alors qu'elle nourrissait M. Villeneuve, il nota quelque chose de différent chez elle. « Marie, tu as de la terre dans les cheveux. » Marie porta rapidement sa main à sa tête. « Ah, c'est que j'étais en train de regarder le jardin. Je pensais planter quelques nouvelles fleurs. » M. Villeneuve la regarda avec des yeux qui en avaient trop vu pour se laisser berner. Mais il ne dit rien. Les jours suivants, Marie établit une routine. Elle se réveillait à 4h30 du matin, arrivait à la maison à 5h, travaillait sur la rampe jusqu'à 6h45, se nettoyait et entrait pour faire son travail normal. Personne ne soupçonnait rien. Antoine ne venait jamais
Les infirmières changeaient de service exactement à 7 heures et M. Villeneuve dormait jusqu'à 7h30. C'était la fenêtre parfaite, 1h45 chaque jour. Marie calcula qu'il lui faudrait 30 jours pour terminer s'il ne pleuvait pas, si elle ne tombait pas malade, si son corps de 52 ans tenait le coup. Le deuxième jour, Marie commença à mélanger le béton. Elle avait oublié à quel point c'était lourd. Chaque pelleté semblait lui arracher quelque chose des bras. Ses mains commencèrent à se craqueler à cause du ciment. Son dos protestait à chaque mouvement. Mais Marie ne s'arrêta pas, parce qu'à chaque fois qu'elle sentait la douleur, elle regardait vers la fenêtre de M. Villeneuve et elle se souvenait de son regard quand il parlait du jardin, la faim de sentir le soleil, l'envie de toucher les roses, la tristesse d'être si près et si loin en même temps. À la fin de la première semaine, Marie avait achevé les fondations, 2 mètres de base solide que personne ne pouvait voir, mais qui soutiendraient tout. Comme tout ce qui est important dans la vie, ses mains étaient détruites, coupures, ampoules, callosités nouvelles sur callosités anciennes. Antoine vint à la maison une fois pendant cette semaine, un mardi après-midi, seulement pour vérifier que les paiements des infirmières étaient à jour. Il ne monta pas voir M. Villeneuve. Il ne demanda pas comment il allait. Il signa seulement quelques papiers et s'en alla. Mais avant de partir, il nota quelque chose. Il regarda les mains de Marie. Il vit le ciment incrusté dans ses ongles, les coupures entre ses doigts. « Qu'est-ce que tu t'es fait aux mains ?» Marie cacha ses mains derrière son dos. « Rien, monsieur. J'étais en train de nettoyer le jardin. Il y avait beaucoup de pierres. » Antoine acquiesça sans prêter trop d'attention, et il partit dans sa voiture de luxe, sans savoir que l'employé qui lui avait servi le café était en train de construire ce qu'il aurait dû construire il y a 5 ans. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les histoires que nous partageons chaque semaine. Et n'oubliez pas que votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires. Un Super Thanks signifie plus que de l'argent. Cela signifie que ces histoires de personnes extraordinaires méritent d'être écoutées. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Et pendant la deuxième semaine fut celle où Marie commença à douter, pas de sa capacité à construire la rampe, mais de son droit à le faire. Parce qu'à chaque fois qu'elle mélangeait le ciment, elle entendait la voix d'Antoine, pas la voix qui lui apprenait à construire. Une autre voix, la voix de la dernière dispute qu'ils eurent avant qu'il ne meure. C'était un samedi soir. Antoine était rentré tard du travail. Il sentait le ciment et la sueur. Et Marie lui avait fait des reproches. « Tu rentres toujours tard, tu es toujours fatigué, tu sens toujours la construction. Quand vas-tu trouver un travail de bureau? Quand allons-nous vivre comme des gens normaux ?» Antoine l'avait regardée avec ses yeux qui la désarmaient toujours. « Marie, construire, c'est la seule chose que je sais bien faire. Mes mains ne servent pas au papier, elles servent aux briques. Et un jour, quand je ne serai plus là, tu vas comprendre que chaque mur que j'ai élevé était ma manière de te dire que je t'aimais. » Marie était allée se coucher en colère ce soir-là. Elle ne lui avait pas dit « je t'aime », elle ne lui avait pas donné un baiser de bonne nuit. Elle lui avait seulement tourné le dos et fermé les yeux. Le jour suivant, Antoine était parti travailler tôt et il n'est jamais revenu. L'échafaudage céda à 11h du matin. Antoine chuta de 6 étages. Il mourut dans l'ambulance avant d'arriver à l'hôpital. Et les dernières paroles que Marie lui dit furent un reproche. Pas un « je t'aime », pas un merci pour tout. Seulement des plaintes sur l'odeur de ciment qu'elle portait maintenant elle-même sur les mains. Pendant 8 ans, Marie porta cette culpabilité. C'est pour cela qu'elle avait juré de ne plus jamais toucher au ciment. Pas seulement parce que cela lui rappelait Antoine, mais parce que le ciment lui rappelait les mots qu'elle n'avait jamais pu retirer. Et maintenant, agenouillée devant la maison de M. Villeneuve, Marie comprenait quelque chose qui la détruisait et la guérissait en même temps. Chaque coup de truelle sur le ciment était une excuse. Chaque parpaing posé, un « je t'aime » arrivé avec 8 ans de retard. Chaque goutte de sueur, une larme qu'elle n'avait pas pu verser à l'enterrement.
Parce qu'elle était trop en colère contre elle-même, Marie ne construisait pas une rampe pour Monsieur Villeneuve. Elle construisait le pardon qu'elle ne s'était jamais accordé. Et Antoine, de là où il était, la guidait. Le 12e jour, quelque chose changea. Marie arriva à 5 heures du matin comme d'habitude, mais quand elle commença à travailler, elle sentit que quelqu'un l'observait. Elle leva les yeux vers la fenêtre de Monsieur Villeneuve, et elle le vit, éveillé, la regardant, avec des larmes dans les yeux. Marie se figea, elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire. Elle pensa à fuir, à inventer une excuse, à dire qu'elle était en train d'arranger le jardin ouvrier. Mais Monsieur Villeneuve n'avait pas besoin d'excuses, parce qu'il savait exactement ce qu'elle faisait. « Marie, dit-il d'une voix qu'on entendait à peine à travers la vitre, ne t'arrête pas. » Et Marie ne s'arrêta pas. Elle continua à travailler pendant que Monsieur Villeneuve l'observait. Et pour la première fois en 30 jours, elle ne travailla pas seule. Elle avait un témoin, quelqu'un qui voyait son effort, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait chaque coup de truelle sur le ciment. À partir de ce jour, Monsieur Villeneuve se réveilla tôt, à 5 heures du matin. Quand Marie arrivait, il était déjà dans son fauteuil près de la fenêtre. Il ne pouvait pas l'aider physiquement, mais il pouvait l'observer. Il pouvait hocher la tête quand elle le regardait. Il pouvait sourire quand elle terminait une section. Et pour Marie, c'était suffisant. C'était plus que suffisant. C'était tout. La 3e semaine apporta la pluie. 3 jours de suite d'averses qui détruisirent une partie du travail de Marie. Le béton frais fut emporté. Les fondations se remplirent d'eau. Marie dut drainer, nettoyer et recommencer. Elle perdit 5 jours de travail en un seul. Ce soir-là, Marie rentra chez elle et pleura. Elle n'avait pas pleuré ainsi depuis l'enterrement d'Antoine. Elle pleura de frustration, de fatigue, de douleur dans les muscles qui ne répondaient plus comme avant. Elle pensa à abandonner. 30 jours, c'était trop optimiste. Elle allait en avoir besoin de 40, peut-être 50, et son corps n'allait pas tenir. Mais le lendemain matin, quand elle arriva à la maison de Monsieur Villeneuve, elle trouva quelque chose qui la fit tomber à genoux. Quelqu'un avait mis un auvent au-dessus de la rampe en construction. Un auvent improvisé fait de bâches et de piquets en bois. Et sous l'auvent, il y avait un mot. « Marie, je sais ce que tu fais. Ne t'arrête pas. Je te laisse mon vieux parapluie pour que tu ne sois pas mouillé. Ton ami, Henri. » Monsieur Villeneuve avait demandé à l'infirmière de nuit de l'aider. Il ne pouvait pas bouger ses mains, mais il pouvait bouger sa volonté. Il avait donné des instructions précises sur la façon de monter l'auvent. Il avait donné son parapluie le plus précieux, celui que Sophie lui avait offert pour ses 70 ans, et il avait écrit ce mot avec un crayon tenu entre ses dents, lettre par lettre, mot par mot. Il lui fallut 3 heures pour écrire 28 mots. Mais il le fit, parce que Marie n'était pas la seule à construire quelque chose. Monsieur Villeneuve construisait aussi, il construisait l'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 5 ans. Marie ramassa le mot avec des mains tremblantes. Elle le garda dans la poche de son tablier et elle continua à travailler. Mais maintenant, chaque fois qu'elle sentait qu'elle n'en pouvait plus, elle touchait le papier dans sa poche et se rappelait qu'elle n'était pas seule. Le 20e jour, la rampe avait 10, 1 mètre de terminé. Il ne manquait plus que 2 mètres pour atteindre le niveau du jardin. Marie avait travaillé 300 heures. Elle avait dépensé plus de 5 000 € de sa poche, de l'argent qu'elle n'avait pas, de l'argent qu'elle avait emprunté à une voisine, de l'argent qu'elle mettrait des mois à rembourser. Mais chaque euro investi valait chaque centime, parce que Monsieur Villeneuve maintenant souriait. Pas ce sourire forcé qu'il affichait quand les infirmières lui racontaient de mauvaises blagues. Il souriait vraiment, avec les yeux, avec l'âme, avec chaque partie de son corps qu'il pouvait encore sentir. Marie lui avait donné quelque chose que l'argent d'Antoine n'avait jamais pu acheter. Elle lui avait donné une raison de se réveiller chaque matin, et ça, chez un homme qui avait perdu sa fille, sa femme, et l'usage de son corps. C'était un miracle. Mais les miracles ont un prix. Et le prix pour Marie fut sa santé. Le 22e jour, Marie commença à tousser.
Au début, elle pensa que c'était la poussière du ciment, mais la toux ne s'arrêtait pas, et elle était accompagnée de douleurs dans la poitrine. Une infirmière de l'équipe de nuit la vit arriver un matin et s'inquiéta. « Madame Marie, vous n'avez pas l'air bien, vous devriez aller chez le médecin. » Marie secoua la tête. « Je vais bien. Ce n'est qu'un rhume. » Mais ce n'était pas un rhume. C'était un épuisement extrême. Son corps de 52 ans cédait. Elle dormait 4 heures par nuit. Elle mangeait 1 fois par jour pour économiser de l'argent pour les matériaux. Elle travaillait 18 heures par jour entre la rampe et ses tâches ménagères. Aucun corps ne peut supporter ça. Pas même le corps d'une femme qui avait porté des briques avec son mari pendant 20 ans. Mais Marie continuait, parce qu'il ne restait plus que 8 jours. 8 jours et M. Villeneuve pourrait sortir dans le jardin. 8 jours et tout aurait valu la peine. Le 25e jour, Marie dut s'arrêter, pas parce qu'elle le voulait, mais parce que son corps ne lui laissa pas le choix. Elle était en train de mélanger du ciment quand ses genoux se plièrent tout simplement. Elle tomba au sol comme une marionnette sans fil, et elle ne put se relever. Monsieur Villeneuve vit tout depuis la fenêtre. Il cria le nom de Marie encore et encore, mais elle ne répondait pas. L'infirmière du matin arriva en courant. Elle trouva Marie inconsciente près de la rampe inachevée, les mains pleines de ciment, le visage pâle comme le béton qu'elle avait elle-même mélangé. Ils appelèrent une ambulance. Marie se réveilla à l'hôpital 3 heures plus tard. Déshydratation sévère, épuisement physique extrême, début de pneumonie due à l'exposition au froid du petit matin. Le médecin lui dit qu'elle avait besoin de repos absolu, au moins 2 semaines. Pas d'effort physique, pas de travail, seulement du repos. Marie écouta les instructions, hoche la tête, et dès que le médecin quitta la pièce, elle commença à chercher ses vêtements. Elle ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Il restait 5 jours. 5 jours, et la rampe serait prête. Elle n'allait pas s'arrêter à cause d'une pneumonie. Elle n'allait s'arrêter pour rien. Mais quand elle essaya de se lever du lit, une voix l'arrêta. Marie, c'était une voix qu'elle connaissait. Une voix qu'elle avait entendue donner des instructions à 500 employés. Une voix qui signait des chèques, mais ne venait jamais visiter. Antoine Dubois était debout à la porte de l'hôpital, avec les yeux rouges, les mains tremblantes, et avec une expression que Marie n'avait jamais vue sur son visage. De la culpabilité, une culpabilité pure et absolue. Marie, qu'avez-vous fait? Marie le regarda droit dans les yeux. Ce que vous auriez dû faire il y a 5 ans, monsieur. Antoine recula comme s'il avait été frappé, parce que ces mots n'étaient pas une insulte, c'était la vérité. Et la vérité, quand elle est enfin entendue, fait plus mal que n'importe quel coup de poing. Antoine avait reçu un appel de l'infirmière ce matin-là. Au début, il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Une employée s'était évanouie en construisant une rampe. Quelle rampe? Et alors, l'infirmière lui expliqua toutes. 30 jours de lever aux aurores, 300 heures de travail, 5 000 € dépensés. Tout ça pour que M. Henry puisse aller dans le jardin ouvrier qu'il avait lui-même imaginé il y a 30 ans. Antoine raccrocha le téléphone et pleura. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Sophie. Mais ce jour-là, il pleura comme un enfant, parce qu'il comprit quelque chose qui le remplissait de honte jusqu'à la moelle. Une employée qui gagnait 3 200 € par mois avait fait ce que lui, avec des millions à la banque, n'avait jamais pensé à faire. Pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il était plus facile d'envoyer des chèques que d'affronter la douleur. Parce qu'il était plus confortable de construire des bâtiments pour des inconnus que de construire une rampe pour le père de la femme qu'il aimait. Antoine avait échoué. Et une femme de 52 ans, avec des mains de maçon et un cœur de sainte, l'avait exposé sans le vouloir. Maintenant, Antoine était à l'hôpital. Devant la femme qui lui avait enseigné le vrai sens du mot « construire », « Marie, vous devez vous reposer ». Marie secoua la tête. « Il reste 5 jours. La rampe n'est pas terminée. Monsieur Henry peut attendre 5 jours de plus. » « Non, il ne peut pas. » La voix de Marie se brisa. « Vous ne comprenez pas, monsieur. Chaque jour que monsieur Henry passe dans cette chambre est un jour de vie en moins.
Il n'a pas le temps. Je peux me reposer quand je serai morte. Il a besoin de voir son jardin maintenant. Antoine resta silencieux, parce que Marie avait raison. Monsieur Henri avait 74 ans, tétraplégie haute, respirateur partiel. Les médecins avaient dit que chaque année était un cadeau, et il y avait 5 ans qu'il ne pouvait plus sortir de sa chambre. 5 ans sans voir de près le jardin qu'il avait lui-même créé. 5 ans à attendre que quelqu'un lui rende un morceau de ciel. Et ce quelqu'un avait été une employée de maison, pas le millionnaire qui aurait pu le faire avec un simple coup de fil. Antoine regarda Marie et prit une décision qui allait tout changer. « Vous n'allez pas terminer cette rampe, Marie !» Marie ouvrit la bouche pour protester, mais Antoine leva la main. « Vous n'allez pas la terminer parce que c'est moi qui vais le faire. Demain, à 6 heures du matin, 20 de mes meilleurs maçons seront dans cette maison. Et ils finiront ce que vous avez commencé. Dans 2 jours maximum, » Marie ne sut que dire. Elle ne put qu'acquiescer. Et pour la première fois en 30 jours, elle ferma les yeux et se reposa vraiment, parce que quelqu'un d'autre allait porter le fardeau. Au moins pour un moment, ce qui se passa les 2 jours suivants fut quelque chose que personne dans ce quartier n'avait jamais vu. Antoine arriva à 5 heures du matin, pas à 6, à 5 heures, avant ses propres maçons, et il commença à travailler de ses propres mains. Le PDG d'entreprise Dubois Bâtiment, l'homme qui signait des contrats de plusieurs millions d'euros, l'entrepreneur qui apparaissait dans les magazines d'affaires, était agenouillé dans le jardin de son beau-père, à mélanger du ciment, à poser des parpaings, à niveler la surface. Ces maçons arrivèrent à 6 heures et le trouvèrent couvert de poussière. « Patron, qu'est-ce que vous faites là ?» Antoine les regarda avec des yeux qui brillaient. « Je suis en train de terminer ce que j'aurais dû commencer il y a 5 ans. Maintenant, mettez-vous au travail. Nous avons 2 jours pour faire 30 jours de travail. » Et ils travaillèrent. 20 maçons qui construisaient normalement des tours de bureau, travaillant sur une rampe de 12 mètres, pour un vieil homme qui ne pouvait pas bouger son corps, mais qui pouvait encore sourire. Monsieur Henri observa tout depuis sa fenêtre. Il vit Antoine travailler pour la première fois en 5 ans. Il vit les mains de son gendre couvertes du même ciment qui couvrait les mains de Marie. Et il sut que quelque chose avait changé, pas seulement dans la rampe, en toute. Le 2e jour de construction, quelque chose d'inattendu se produisit. Marie apparut. Elle ne devrait pas être là. Les médecins lui avaient ordonné un repos absolu. Mais Marie n'était pas le genre de personne qui obéit aux ordres quand il y a du travail à faire. Elle arriva à 6 heures du matin, toujours pâle, toujours faible, mais avec les yeux pleins de détermination. Antoine la vit et fronça les sourcils. « Marie, qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez vous reposer. » Marie marcha vers la rampe et regarda le travail que les maçons avaient fait. Il faut surveiller l'angle d'inclinaison. Il est un degré trop raide. Le fauteuil de Monsieur Henri est lourd. Si l'angle n'est pas exact, il pourrait glisser. Antoine regarda ses maçons. Ils acquiescèrent. Marie avait raison. Un degré de différence pouvait faire la différence entre une rampe sûre et un accident. À partir de ce moment, Marie ne travailla pas physiquement, mais elle supervisa chaque détail, chaque mesure, chaque angle, chaque niveau. Elle s'assit sur une chaise près de la rampe et dirigea la construction comme un général dirige une bataille. Et les maçons d'entreprise Dubois Bâtiment, des hommes qui avaient construit des gratte-ciel, écoutèrent chaque instruction d'une employée de maison de 52 ans, parce qu'ils savaient qu'elle avait fait ce qu'ils n'auraient jamais eu le courage de faire. À la fin du 2e jour, la rampe était terminée. 12 mètres de béton parfaitement nivelés, avec des garde-corps en acier inoxydable, avec une surface antidérapante, avec un éclairage LED pour les nuits. Antoine avait ajouté des détails que Marie n'avait pas planifiés, parce qu'il voulait que ce soit plus qu'une rampe. Il voulait que ce soit un monument à la femme qui lui a enseigné que construire, ce n'est pas seulement élever des murs, c'est élever des espoirs. Cette nuit-là, tout le monde partit. Les maçons, Antoine, les infirmières. Seuls restèrent Marie et Monsieur Henri et le silence.
Marie entra dans la chambre de Monsieur Henri. Il était réveillé, regardant vers la fenêtre, vers la rampe qui brillait maintenant sous les lumières LED. « Marie, dit Monsieur Henri d'une voix tremblante, demain je vais sortir dans le jardin. » Marie acquiesça. « Oui, Monsieur Henri, demain vous allez sortir dans le jardin. Il y a 5 ans que je n'ai pas senti le soleil sur mon visage. 5 ans que je n'ai pas senti l'odeur des roses. 5 ans que je n'ai pas touché le noyer que j'ai planté avec Sophie. » Marie s'assit à côté de lui. « Demain, vous allez sentir tout ça, et bien plus encore. » Monsieur Villeneuve la regarda, les yeux noyés de larmes. « Pourquoi, Marie? Pourquoi as-tu fait tout ça? Personne ne t'a payé. Personne ne te l'a demandé. Pourquoi ?» Marie resta silencieuse un instant, réfléchissant à la manière d'expliquer quelque chose qu'elle-même ne comprenait pas complètement, et alors les mots sortirent, seuls. « Parce que mon mari, Miguel, est mort il y a 8 ans, et les dernières paroles que je lui ai dites étaient un reproche. Je lui reprochais de sentir le ciment, de rentrer tard du travail, de ne pas être un homme de bureau. Et le lendemain, il est mort. Et je n'ai jamais pu lui dire ce que je ressentais vraiment. Je n'ai jamais pu lui dire que je l'aimais, que j'aimais l'odeur du ciment sur ses vêtements, que j'aimais ses mains rugueuses, que j'aimais tout ce qu'il était. » Marie fit une pause. Les larmes coulaient sur son visage. « Monsieur Villeneuve, je n'ai pas construit cette rampe pour vous. Je l'ai construite pour Miguel. Chaque sac de ciment que j'ai porté était une excuse. Chaque parpaing que j'ai posé était un « je t'aime ». Chaque goutte de sueur était une larme que je n'ai pas pu pleurer à son enterrement. Vous m'avez donné l'opportunité de faire la paix avec mon mari. Vous m'avez donné l'opportunité de terminer ce que je n'ai jamais pu commencer. » Monsieur Villeneuve ferma les yeux, et pour la première fois en 5 ans, il pleura de joie, parce qu'il comprit que Marie n'était pas seulement une femme de ménage. C'était un ange avec des mains de maçon et un cœur en or. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Marie resta auprès de Monsieur Villeneuve, parlant, se souvenant, partageant des histoires des êtres chers qu'ils avaient perdus, Sophie et Miguel, 2 personnes qui ne se sont jamais rencontrées, mais qui étaient maintenant connectées à travers une rampe de béton, à travers l'amour de ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Le jour suivant se leva clair. Un soleil brillant illuminait le jardin ouvrier de Monsieur Villeneuve. Comme si le ciel savait que quelque chose de spécial allait se passer, Antoine arriva tôt, non pas pour travailler, mais pour être témoin. Les infirmières préparèrent Monsieur Villeneuve. Elles l'habillèrent avec sa plus belle chemise, celle qu'il portait lors des cérémonies de remise de prix quand il était architecte. Elles le coiffèrent, elles le rasèrent, elles le laissèrent impeccable. Marie fut la dernière à entrer dans la pièce. Elle portait un bouquet de roses du jardin. Elle les avait coupées ce matin. Les mêmes roses que Monsieur Villeneuve avait plantées il y a 30 ans. Les mêmes roses qu'il n'avait pas pu sentir depuis 5 ans. Monsieur Villeneuve regarda les roses, et ses yeux se remplirent de larmes. « Elles viennent du jardin ?» Marie acquiesça. « Elles viennent du jardin, et maintenant, vous allez aller les voir. » Le moment était arrivé. Antoine poussa le fauteuil roulant de Monsieur Villeneuve vers la porte, vers la rampe, vers le jardin. Monsieur Villeneuve ferma les yeux pendant qu'il descendait. Il ne voulait pas voir, il voulait sentir. Il voulait que le premier moment soit pur, sans anticipation, sans attente, seulement la sensation. Le fauteuil arriva au bout de la rampe, au niveau du jardin. Antoine s'arrêta, et Monsieur Villeneuve ouvrit les yeux. La première chose qu'il vit fut le noyer, l'arbre qu'il avait planté quand Sophie avait 5 ans. Il avait maintenant plus de 15 mètres de hauteur. Ses branches s'étendaient comme des bras ouverts, comme si l'arbre avait attendu son retour. Monsieur Villeneuve regarda l'arbre et vit Sophie, pas physiquement, mais il la vit, courant entre les branches quand elle était enfant, se balançant d'une branche basse qui n'existait plus, riant avec ce rire qui remplissait le jardin de vie. « Papa, » avait dit Sophie une fois, « cet arbre va être plus grand que la maison un jour. » Et elle avait raison. L'arbre projetait maintenant une ombre qui couvrait presque tout le jardin.
Une ombre où M. Villeneuve pourrait se reposer, une ombre où il pourrait se souvenir, une ombre où il pourrait sentir que Sophie était toujours avec lui. Antoine poussa le fauteuil vers les roses. M. Villeneuve inclina la tête en avant, aussi près que son corps rigide le lui permettait, et il respira. L'odeur des roses le frappa comme une vague, 30 ans de souvenirs en une seule inhalation. Gisèle plantant des rosiers lors de leur premier anniversaire. Sophie coupant des roses pour sa remise de diplôme. Le jardin rempli de fleurs lors du mariage de Sophie et Antoine. Chaque rose était un souvenir. Chaque pétale était un moment. Chaque arôme était un morceau de vie qu'il avait cru perdu pour toujours. Monsieur Villeneuve commença à pleurer, mais pas de tristesse, de gratitude, de joie, de quelque chose qui n'avait pas de nom, parce que c'était trop grand pour les mots. « Marie, » dit Monsieur Villeneuve entre des sanglots, « viens ici. » Marie s'approcha. Monsieur Villeneuve ne pouvait pas bouger ses bras pour l'embrasser, mais il pouvait faire autre chose. Il inclina sa tête en avant et la posa sur l'épaule de Marie. Le geste le plus proche d'une étreinte que son corps lui permettait. « Merci, Marie. Merci de me rendre le ciel que j'ai moi-même construit. » Marie ferma les yeux. Et pour la première fois, en 8 ans, elle sentit que Miguel était fier d'elle, d'où qu'il soit, souriant, acquiescent, disant « Tu as bien fait, Marie, tu as bien fait. » Antoine observait tout depuis quelques mètres en arrière, avec des larmes dans les yeux, avec de la honte dans le cœur, avec un nouveau but dans son esprit, parce qu'il comprit qu'il avait gaspillé 5 ans, 5 ans qu'il aurait pu partager avec son beau-père, 5 ans d'après-midi dans le jardin, 5 ans de conversation sous le noyer, 5 ans de souvenirs qu'il devrait maintenant comprimer dans le temps qu'il restait à Monsieur Villeneuve. Antoine marcha vers Monsieur Villeneuve et Marie. Il s'agenouilla devant le fauteuil roulant et regarda son beau-père directement dans les yeux. « Monsieur Villeneuve, pardonnez-moi de ne pas avoir été là. Pardonnez-moi d'envoyer des chèques au lieu de venir. Pardonnez-moi de construire des bâtiments pour des inconnus pendant que vous étiez prisonnier dans votre propre maison. Pardonnez-moi d'être un lâche qui a préféré fuir la douleur au lieu de l'affronter. » Monsieur Villeneuve regarda Antoine et répondit avec des mots que personne n'attendait. « Il n'y a rien à pardonner, Antoine. La douleur nous fait faire des choses étranges. À moi, elle a paralysé le corps. À toi, elle a paralysé le cœur. Mais maintenant, nous sommes ici, tous les trois, dans le jardin que Sophie aimait, et c'est tout ce qui compte. » Antoine baissa la tête. Les larmes tombaient sur l'herbe, sur la même herbe qui avait poussé sans lui pendant 5 ans. Monsieur Villeneuve continua. « Antoine, je veux te demander quelque chose. Pas pour moi, pour elle. » Il regarda vers Marie. « Cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait pour me donner ce moment. Elle a dépensé son salaire, elle a dépensé sa santé, elle a dépensé 30 jours de sa vie. Je ne veux pas que cela reste sans récompense. Je ne veux pas que son sacrifice soit vain. » Antoine acquiesça. « Que voulez-vous que je fasse ?» Monsieur Villeneuve sourit. « Je veux que tu construises des rampes, pas pour moi, pour tous ceux qui sont comme moi, prisonniers dans leur propre maison. Attendant que quelqu'un leur rende un morceau de ciel, tu as 500 maçons à ta disposition. Tu as les ressources, tu as le pouvoir. Utilise-le pour quelque chose qui compte vraiment. » Antoine regarda Marie. Puis, il tourna son regard vers Monsieur Villeneuve. Et finalement, il fixa le noyer, l'arbre que Sophie avait tant aimé. L'arbre qui, à présent, lui murmurait quelque chose qu'il ne pouvait entendre, mais qu'il pouvait ressentir profondément. « Fais-le, papa, fais-le pour moi. » Antoine se leva, il essuya ses larmes et prononça les mots qui allaient tout changer. « Je vais créer une fondation. Elle s'appellera Chemin d'accès. Et Marie en sera la directrice, si elle accepte. » Marie écarquilla les yeux. Surprise. « Moi? Mais monsieur, je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne connais rien aux fondations. Je ne sais rien de l'administration. » Antoine secoua la tête, doucement. « Vous savez ce qui compte le plus, Marie. Vous savez ce que signifie construire avec le cœur. Vous savez ce que signifie se sacrifier pour quelqu'un qui en a besoin.
Vous savez ce que signifie ne jamais abandonner, même quand tout semble impossible. Ça ne s'enseigne dans aucune université. Ça vient de la naissance, ou ça s'apprend en portant des sacs de ciment à 5 heures du matin. Marie regarda M. Villeneuve. Avec une pointe d'incertitude, il acquiesça d'un signe de tête. « Acceptez, Marie, acceptez, et transformez votre douleur en une mission. Comme moi, j'ai transformé ma paralysie en gratitude. » Marie garda le silence pendant un long moment. Un moment pesant, rempli de souvenirs, pensant à Miguel, aux 8 années de culpabilité, aux 300 heures de travail, à tout ce qu'elle avait donné et tout ce qu'elle avait reçu. Et alors, elle dit « Oui, j'accepte. » Monsieur Dubois, mais avec une condition, laquelle? Que la première rampe que construira la fondation porte le nom de mon mari, Miguel Leclerc, le maçon qui m'a appris que construire, c'est aimer. Antoine sourit. La première rampe s'appellera Rampe Miguel, et toutes les autres seront construites en suivant les plans que vous avez conçus, les mêmes plans que vous avez utilisés pour Monsieur Villeneuve. Parce que ces plans ont quelque chose que les miens n'auront jamais. Quoi? Ils ont une âme. Si cette histoire vous plaît, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche. Chaque semaine, nous partageons des histoires comme celle-ci. Des histoires de personnes qui prouvent que l'amour n'a pas de limite. Et si vous souhaitez soutenir cette chaîne de manière spéciale, pensez à envoyer un super thanks. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces histoires qui méritent d'être écoutées. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Les 2 années qui suivirent furent les plus importantes de la vie de Monsieur Villeneuve. Non pas parce qu'il avait retrouvé le mouvement de son corps, cela n'arriva jamais, mais parce qu'il avait récupéré quelque chose de bien plus précieux. Il avait retrouvé la vie. Chaque après-midi, Marie l'emmenait au jardin ouvrier, qu'il pleuve ou que le soleil brille, qu'il fasse froid ou chaud. Monsieur Villeneuve passait des heures sous le noyer, à regarder les branches, à écouter le vent chuchoter entre les feuilles, à sentir que Sophie était proche, tout près. Antoine commença à lui rendre visite chaque semaine. Au début, c'était difficile. Chaque fois qu'il entrait dans la maison, il voyait le fantôme de sa femme, le fantôme. Mais avec le temps, les fantômes se transformèrent en souvenirs, et les souvenirs se transformèrent en consolation, en apaisement. Monsieur Villeneuve et Antoine parlaient pendant des heures, de Sophie, de Gisèle, des projets qu'ils avaient construits ensemble, des erreurs qu'ils avaient commises, des leçons qu'ils avaient apprises. Un jour, Monsieur Villeneuve lui dit quelque chose qu'Antoine n'oublierait jamais. « Vous savez, Antoine, Sophie vous aimait plus que je n'ai jamais aimé personne dans ma vie. Et si elle pouvait nous voir maintenant, assis ici, à parler, à rire, à pleurer ensemble, elle serait heureuse, parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu, que nous soyons une famille. Même si elle n'est plus là physiquement, nous le sommes toujours. Vous, Marie et moi, nous sommes la famille que Sophie a laissée derrière elle. Et tant que nous resterons ensemble, elle ne mourra jamais vraiment. » Antoine ne répondit pas. Il était ému. Il se contenta d'acquiescer et continua à regarder le noyer, le même arbre où Sophie se balançait quand elle était enfant. Le même arbre qui, à présent, leur offrait son ombre à tous les trois. La fondation Chemin d'accès devint réalité 6 mois après ce jour dans le jardin. Antoine investit 10 millions d'euros de sa propre poche. Il fit construire des bureaux près de la maison de Monsieur Villeneuve, pour que Marie puisse être près de lui pendant qu'elle travaillait. Et il embaucha 15 personnes pour l'aider. Mais Marie insista pour que les maçons soient spéciaux. Elle ne voulait pas de travailleurs ordinaires. Elle voulait des personnes qui comprenaient ce que signifiait construire avec le cœur. Alors, elle partit à leur recherche, dans les marchés de matériaux de construction, dans les chantiers abandonnés, dans les endroits où les maçons sans travail espéraient que quelqu'un les embauche. Et elle les interviewa un par un. Elle ne leur demanda pas combien d'années d'expérience ils avaient. Elle ne leur demanda pas quelles études ils avaient suivies. Elle leur demanda quelque chose de différent. « Avez-vous déjà construit quelque chose par amour?
quelque chose que personne ne vous a payé pour faire, quelque chose que vous avez fait simplement parce que vous ne pouviez pas rester sans rien faire. Ceux qui répondaient oui étaient embauchés, les autres non. Le premier projet de chemin d'accès fut pour une vieille dame de 83 ans, dans le quartier de Belleville. Elle s'appelait Madame Élise. Elle était incapable de quitter son appartement depuis 7 ans, car il n'y avait pas d'ascenseur et elle vivait au 3e étage. Ses enfants lui rendaient visite une fois par mois. Les infirmières allaient et venaient, mais elle était seule, prisonnière entre 4 murs. Marie se rendit personnellement sur place pour superviser la construction, non pas d'une simple rampe, mais d'un système de rampes qui reliait son appartement à la rue. Cela prit 3 semaines. Mais lorsque Madame Élise descendit pour la première fois en 7 ans, quelque chose se produisit. Elle s'arrêta au milieu du trottoir, leva son visage vers le soleil et commença à pleurer. Elle n'avait pas senti le soleil sur son visage depuis la mort de son mari. 7 années d'obscurité. Et maintenant, grâce à une rampe de béton, le soleil revenait toucher sa peau. Marie la serra dans ses bras et sut qu'elle avait trouvé sa voie, sa mission. Le deuxième projet se déroula à Saint-Denis, pour un garçon de 12 ans atteint de paralysie cérébrale. Ses parents le portaient chaque jour pour l'emmener à l'école, montant et descendant les escaliers, luttant contre la fatigue, luttant contre les maux de dos, luttant contre un monde qui n'était pas conçu pour les personnes comme leur fils. Marie fit construire une rampe chez lui, et une autre à son école, et une autre au parc où ses amis jouaient. Le garçon, qui s'appelait Julien, écrivit une lettre à Marie. Une lettre qu'elle garde encore dans le même tiroir où elle range les plans de Miguel. « Madame Marie », écrivit Julien d'une écriture tremblante, « merci pour les rampes. Maintenant, je peux aller à l'école sans que mes parents ne se fatiguent. Maintenant, je peux aller au parc sans que mes amis n'aient à me porter. Maintenant, je peux être normal. Enfin, pas normal, mais plus normal qu'avant. Vous m'avez donné des ailes, même si ces ailes sont en béton. » Marie pleura en lisant cette lettre et la rangea à côté des plans de Miguel, parce qu'elle comprenait que ces plans n'étaient pas seulement des dessins techniques, c'était la continuation de l'amour de son mari. Chaque rampe qu'elle construisait était un mur que Pierre n'avait jamais pu ériger. Chaque famille qu'elle aidait était un projet que Pierre n'avait jamais pu terminer. Marie n'était pas seule. Pierre était avec elle, dans chaque sac de ciment, dans chaque parpaing posé, dans chaque vie transformée. Pendant les 3 premières années, Rampe de Dignité a construit 500 rampes. 500 familles qui ont retrouvé leur liberté. 500 personnes qui ont recommencé à sentir le soleil. 500 histoires d'espoir. Antoine a augmenté son investissement. Il a embauché plus de maçons. Il a ouvert des bureaux à Lyon et à Marseille. Et il a changé la politique de l'entreprise Dubois Bâtiment. Désormais, 10% de tous les projets de l'entreprise étaient des rampes gratuites pour les familles à faible revenu. Les actionnaires ont protesté au début. Ils disaient que c'était une perte d'argent, que les rampes ne généraient pas de bénéfices, qu'ils gaspillaient des ressources. Antoine les a regardés et a dit quelque chose qui les a fait taire pour toujours. J'ai 47 immeubles à mon nom, des tours de bureaux, des centres commerciaux, des hôpitaux, et aucun d'eux ne signifie rien comparé aux 500 rampes que nous avons construites, parce que les bâtiments s'écroulent, les tours sont oubliées, les centres commerciaux ferment, mais les rampes changent des vies, et c'est quelque chose qu'aucun bilan financier ne peut mesurer. Les actionnaires n'ont plus jamais protesté. Et l'entreprise Dubois Bâtiment est devenue la première entreprise de construction en France avec un programme permanent d'accessibilité gratuite. Monsieur Villeneuve a vécu 2 ans de plus après sa première sortie au jardin ouvrier. 2 ans d'après-midi sous le noyer, 2 ans de conversation avec Marie et Antoine. 2 ans à voir le soleil, à sentir l'odeur des roses et à sentir que Sophie était proche. Il est mort un mardi d'octobre, tranquillement, sans douleur. Avec un sourire sur le visage, Marie était à ses côtés quand il s'est éteint. Elle lui lisait un livre d'architecture. Le même livre que M. Villeneuve avait utilisé pour concevoir son premier bâtiment
il y a 50 ans. Monsieur Villeneuve a fermé les yeux pendant que Marie lisait, et quand elle a terminé le chapitre, il n'était plus là. Il était parti. Mais son sourire était toujours là, comme s'il avait vu quelque chose de beau au dernier moment. Marie croit qu'il a vu Sophie, qu'il attendait de l'autre côté, avec ce rire qui remplissait n'importe quelle pièce, les bras ouverts, en lui disant « Bienvenue à la maison, papa, bienvenue à la maison ». Les funérailles de Monsieur Villeneuve ont eu lieu dans le jardin ouvrier, le même jardin qu'il avait conçu, le même jardin que Marie lui avait rendu. Des centaines de personnes ont assisté, des architectes qui avaient travaillé avec lui, des familles qui avaient reçu des rampes de la fondation, des maçons qui avaient rencontré Marie, et au centre de tout, près du noyer, se trouvait le fauteuil roulant de Monsieur Villeneuve, vide, mais plein de fleurs. Antoine a parlé en premier. Monsieur Villeneuve était le meilleur architecte que j'ai connu, mais pas pour les bâtiments qu'il a conçus, mais pour la vie qu'il a construite. Une vie pleine d'amour, de famille, de but. Et bien que son corps ait été prisonnier pendant 5 ans, son esprit ne l'a jamais été, parce qu'il avait Marie. Et Marie lui a donné quelque chose que moi, avec tous mes millions, je n'ai jamais pu lui donner. Elle lui a donné de l'espoir. Elle lui a donné une raison de se réveiller chaque matin. Elle lui a donné le jardin qu'il avait lui-même créé, mais qu'il ne pouvait plus voir. Antoine a fait une pause. Les larmes coulaient sur son visage. Monsieur Villeneuve m'a appris beaucoup de choses, mais la leçon la plus importante était celle-ci. Peu importe le nombre de bâtiments que vous construisez si vous ne construisez pas de relations. Peu importe l'argent que vous gagnez si vous n'investissez pas dans les personnes que vous aimez. Peu importe la hauteur à laquelle vous arrivez si vous oubliez ceux que vous avez laissés en bas. Antoine a regardé Marie. Et grâce à Marie, j'ai appris cette leçon à temps. Avant qu'il ne soit trop tard, Marie a parlé ensuite. Elle n'avait pas de discours préparé, elle avait seulement le cœur. Monsieur Villeneuve, je commence. Vous m'avez donné plus que je n'ai jamais pu vous donner. Vous m'avez donné l'opportunité de faire la paix avec mon mari. Vous m'avez donné l'opportunité de transformer ma culpabilité en but. Vous m'avez donné l'opportunité de comprendre que l'amour ne meurt pas. Il se transforme seulement. Pierre est mort il y a 10 ans, mais chaque rampe que je construis est son amour transformé. Chaque famille que j'aide est son héritage continué. Et maintenant, vous le rejoignez. 2 hommes qui ne se sont jamais rencontrés, mais qui sont maintenant ensemble, probablement en train de discuter de la meilleure façon de mélanger le ciment. Les gens ont ri entre leurs larmes, parce que c'était exactement ce que Monsieur Villeneuve aurait voulu. Des rires mêlés à des larmes, de la joie mêlée à de la tristesse, la vie mêlée à la mort, comme tout ce qui compte dans ce monde. Après les funérailles, Marie a marché vers le noyer, elle s'est assise dans l'herbe et a regardé vers le haut, vers les branches qui s'étendaient comme des bras ouverts, et elle a parlé, pas avec Monsieur Villeneuve, pas avec Sophie, avec Pierre. Nous l'avons fait, mon amour. Nous avons construit quelque chose qui va durer plus longtemps que nous, quelque chose qui va aider des milliers de personnes, quelque chose qui porte ton nom et ton cœur. Je sais que tu es fier, je sais que tu souris, et je sais que tu m'attends, mais ce n'est pas encore mon heure. J'ai encore des rampes à construire, j'ai encore des vies à changer, j'ai encore de l'amour à donner. Quand j'aurai fini, quand je n'en pourrai plus, j'irai te chercher. Et je vais te serrer dans mes bras, comme je ne t'ai pas serré cette dernière nuit. Et je vais te dire tout ce que je ne t'ai pas dit, mais pour l'instant, j'ai du travail à faire. Et tu vas m'aider, comme tu l'as toujours fait, d'où que tu sois. Marie s'est levée, elle a essuyé ses larmes, et a marché vers le bureau de rampe de dignité, parce qu'il y avait 500 familles de plus qui attendaient, 500 vies de plus à transformer, 500 rampes de plus à construire. Aujourd'hui, 10 ans après cette première rampe, la Fondation Rampe de Dignité a construit plus de 5000 rampes dans toute la France. Marie est toujours la directrice. Elle a 62 ans, les cheveux complètement blancs, les mains plus rugueuses que jamais, et un sourire qui illumine n'importe quelle pièce où elle entre.
Antoine continue de financer la fondation. Mais maintenant, pas seulement avec de l'argent, avec du temps. Chaque samedi, il va construire des rampes de ses propres mains. Le PDG de l'une des plus grandes entreprises de construction de France, agenouillé sur le sol, mélangeant du ciment, posant des parpaings, comme l'a fait Marie il y a 10 ans. La rampe originale, celle que Marie a construite pour Monsieur Villeneuve, existe toujours. La maison est maintenant un musée, le musée de la dignité, il l'appelle. Des milliers de personnes le visitent chaque année, pour voir le jardin que Monsieur Villeneuve a conçu, pour marcher sur la rampe que Marie a construite, pour comprendre que l'amour n'a pas de limite, ni de temps, ni d'argent, ni de capacité physique. À l'entrée du musée, il y a une plaque, avec 3 noms. Monsieur Henri Villeneuve, l'architecte qui a dessiné des rêves, Miguel Leclerc, le maçon qui a enseigné que construire, c'est aimer, Marie Leclerc, la femme qui a démontré que les miracles existent, mais qu'ils viennent de mains que personne n'attend. Et en dessous des noms, une phrase qui résume tout, une phrase que Marie a écrite la nuit avant l'inauguration. Les rampes ne sont pas de béton, elles sont d'amour solidifié. Cette histoire, Marie me l'a racontée il y a 3 mois. Nous étions assis dans le jardin ouvrier de Monsieur Villeneuve, sous le noyer, que Sophie aimait. Et pendant qu'elle me racontait tout, ses yeux brillaient, pas de tristesse, de gratitude, de détermination. De quelque chose qui n'a pas de nom, mais que nous reconnaissons tous quand nous le voyons. Avant de partir, je lui ai demandé quelque chose. Marie, si tu pouvais revenir en arrière, si tu pouvais parler à la Marie d'il y a 10 ans, celle qui n'avait encore construit aucune rampe, que lui dirais-tu? Marie est restée silencieuse un instant. Elle a regardé vers le noyer et elle a répondu « Je lui dirais de ne pas avoir peur, que la douleur n'est pas la fin. C'est le commencement, que chaque larme que nous ne pleurons pas se transforme en ciment et que ce ciment peut nous détruire ou peut construire quelque chose de beau. Le choix est nôtre. » Et puis elle a ajouté quelque chose qui m'a laissé sans voix. Et je lui dirais aussi de ne pas oublier de dire « je t'aime » aux personnes qu'elle aime, parce qu'on ne sait jamais quand sera la dernière fois. On ne sait jamais quand l'adieu sera pour toujours. J'ai appris cette leçon de la pire manière possible, mais maintenant, chaque jour, je dis « je t'aime » à toutes les personnes qui comptent, à Antoine, aux maçons, aux familles que nous aidons, à Miguel, même s'il ne peut plus m'entendre. Parce que l'amour qui ne s'exprime pas est de l'amour gaspillé, et j'en ai déjà gaspillé trop. Je me suis levé, j'ai pris Marie dans mes bras, et avant de partir, je lui ai dit quelque chose qu'elle avait besoin d'entendre. Marie, Miguel t'écoute. Chaque fois que tu dis « je t'aime », il t'écoute. Et il est fier, plus fier que les mots ne peuvent l'exprimer. Marie a souri, un sourire qui illuminait plus que le soleil de l'après-midi. « Je sais », dit-elle, « je sais. » Et c'est l'histoire de Marie Leclerc, la femme de ménage qui a construit une rampe de ses propres mains, la veuve qui a transformé sa culpabilité en détermination, la femme qui a démontré que l'amour peut déplacer des montagnes, ou au moins peut construire le chemin pour les descendre. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons des histoires de personnes extraordinaires, des personnes qui nous rappellent que la bonté existe, que l'amour n'a pas de limite, que les miracles sont possibles. Et si vous voulez soutenir cette chaîne de manière spéciale, envisagez d'envoyer un Super Thanks. Votre soutien nous permet de continuer à chercher et à raconter ces histoires, des histoires qui méritent d'être écoutées, des histoires qui nous rendent meilleurs, des histoires comme celle de Marie. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo.